Serge Gruzinski, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez depuis maintenant plus de 30 ans sur la colonisation européenne du Nouveau Monde. Vous êtes traduit dans le monde entier, vous enseignez dans de nombreux pays. Et vous avez reçu, il y a 3 ans maintenant de cela, le premier Grand Prix du Comité international des sciences historiques qui a été remis en Chine, et cela pour l'ensemble de votre œuvre. Vous nous proposez chez Fayard un ouvrage qui pousse un peu plus loin encore votre travail sur la construction d'une nouvelle société, bouleversée par l'entrée par fracas des conquistadors, des Européens. Et votre dernier ouvrage, qui s'intitule « La machine à remonter le temps », s'attache à comprendre comment cette conquête spatiale s'est doublée d'une conquête du temps, une conquête temporelle, comment les Européens sont parvenus à imposer leur vision de l'histoire aux élites de la société mexicaine, mais aussi comment ces mêmes élites ont rusé parfois pour ne pas abandonner totalement leur conception temporelle antérieure. C'est une période de transition que vous nous décrivez, le XVIe siècle, qui bascule environ à la moitié de ce siècle et qui, dans un premier temps, est un moment extrêmement important de contact, de prise de renseignements de la part des Européens, et qui, dans un deuxième temps, va voir s'éteindre en partie l'histoire telle qu'elle s'était racontée avant l'arrivée de ces mêmes Européens. Comment vous est venue l'idée de continuer votre travail sur cet espace qu'on appelle latino-américain aujourd'hui, sur cet espace donc du Nouveau Monde, en prenant ce biais du temps, justement, Serge Gruzinski? Alors, peut-être il y a 3 raisons à cela. La première, je travaille depuis 2003-2004 sur le processus de mondialisation au XVIe siècle, ce que j'appelle la mondialisation ibérique. Et donc, j'ai écrit plusieurs livres autour du sujet. Il me paraissait intéressant de voir comment l'histoire, mais l'histoire au sens où elle est l'histoire comme discipline fabriquée et conçue en Europe, alors comment elle s'était mondialisée. Et je travaille sur le Mexique et j'ai beaucoup de chance de travailler sur ce pays. Il me semble que ce soit au XVIe siècle et à partir du Mexique et du Pérou que l'histoire européenne a fait le saut, c'est-à-dire au lieu de s'intéresser, de regarder exclusivement l'Europe occidentale, elle a regardé le reste du monde. Ça, c'est une des raisons. Donc, c'est comprendre sous un de ces aspects un processus de mondialisation. Vous avez fait référence aussi aux réactions des indigènes. On mondialise, on diffuse, et puis il y a des réactions, il y a des résistances, il y a des rejets. Donc, connaissant un peu ces archives, ça me semblait intéressant de regarder de près ces processus. La deuxième raison, c'est que ça vous paraîtra peut-être très lointain, mais une des choses qui m'intéresse le plus aujourd'hui, et j'irai dans quelques jours à Montpellier, à la demande de l'Académie, discuter avec les professeurs des lycées et des collèges, c'est de réfléchir sur ce que peut signifier une histoire globale aujourd'hui. Et discuter, essayer d'imaginer ce que peut être une histoire globale, c'est pas simplement comme souvent le prétendent les médias, opposer histoire nationale, roman national à une histoire globale ou une histoire universelle. C'est de comprendre en quoi l'histoire que nous pratiquons n'est pas si universelle que cela. Dans quelle mesure ce sont les Européens, ce sont les spécialistes, les historiens des siècles passés, jusqu'au XXIe siècle qui l'ont inventé, imaginé, dans quelle mesure il y a dans cette extension de l'histoire à la Terre entière une forme d'imposition qui peut nous paraître naturelle, mais qui peut être extrêmement violente. Ce fait que c'est l'histoire européenne qui s'est imposée partout, jusqu'au Japon, en Chine, en Russie, aujourd'hui. Pour des gens qui appartiennent à une autre civilisation, civilisation des pays de l'islam, une très grande tradition historique de ce côté-là, après tout, pourquoi ne pas commencer notre datation à l'hégire plutôt qu'à la naissance du Christ? C'est-à-dire, pour nous, cette datation n'est même plus religieuse et nous paraît évidente. De l'extérieur, finalement, cette forme d'histoire a des implications qui dépassent de beaucoup les débats d'historiens. Puis il y a une troisième raison qui est totalement personnelle, qui est une question que je me pose, et pourquoi je continue, après autant d'années, à réfléchir sur les mêmes gens. C'est-à-dire sur ces Indiens du XVIe siècle, en particulier sur ces Indiens du Mexique, alors que les obstacles au niveau des sources sont tout à fait considérables. À la différence des Chinois, les Amérindiens, que ce soit les gens du Mexique ou du Pérou, se sont développés sans avoir jamais aucune relation avec l'Eurasie, avec l'Afrique, avec le reste du monde. Donc on se trouve devant des formes de pensée qui sont pas seulement aux antipodes, mais c'est une autre
c'est une autre appréhension complète de la réalité. Donc c'est quelque chose qui me fascine, quelque chose que j'ai jamais vraiment réussi à maîtriser, à comprendre, mais j'ai fait ce livre aussi un peu pour moi-même, pour me dire pourquoi remettre sans arrêt sur le métier les mêmes gens, les mêmes situations, évidemment en variant les perspectives, mais parce que c'est aussi une question qui dépasse une discussion entre intellectuels ou une discussion académique. C'est aussi une question que je me pose. C'est-à-dire, on peut consacrer sa vie à autre chose qu'à interroger des gens sur lesquels finalement on a des sources extrêmement limitées. Mais ça, disons que c'est le point de vue plus intime ou plus subjectif. Alors, vous rejoignez dans votre interrogation, dans cette machine à remonter le temps, une interrogation que peut avoir par exemple un spécialiste de la question des périodes historiques comme François Hartog, qui dans son dernier article pour un livre collectif qui s'appelle Europa, notre histoire, se pose la question de savoir si tout compte fait cette parenthèse ouverte, comme vous le racontez, dans le monde entier au XVIe siècle, n'est pas en train de se refermer. Il dit si un nouveau concept de l'histoire, peut-être sans H majuscule, doit émerger, il ne sera pas, dit François Hartog dans ce livre Europa, notre histoire, manufacturé dans les ateliers de l'Europe. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous vous posez cette question de savoir pourquoi à un moment l'Europe sortant de ses frontières va imposer cette vision de l'histoire au monde entier et pourquoi peut-être aujourd'hui elle est mise en difficulté par une sorte de concurrence, et vous l'évoquez, le terme de provincialiser l'Europe de Dipesh Chakrabarty dans un livre qui est paru en 2000. Alors disons cette menace, cette perspective n'est pas simplement une spéculation. Il est certain que nous vivons dans un monde qui est en train de balancer vers la Chine. Et que ce balancement n'est pas simplement économique, mais il aura des conséquences philosophiques, intellectuelles considérables. Quand j'ai écrit ce livre, pour dire une chose qui est d'une banalité énorme, mais dont très souvent nous n'avons pas conscience, c'est-à-dire que cette histoire que tout le monde pratique aujourd'hui, y compris les Chinois, puisque les Chinois sont encore d'obédience marxiste, et qu'est-ce qui a plus eurocentrique que le marxisme? Cette histoire s'est diffusée en lien étroit avec les processus de colonisation et de domination européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas une qualité particulière ou une essence particulière de l'histoire qui ferait que l'histoire des Grecs, des Italiens, des Français avait vocation à dominer le monde. Elle est liée à des processus de domination, à des rapports de force. Et c'est certain que ces processus de domination sont en train d'arriver maintenant à leur terme et que d'autres rapports de force sont en train de s'établir. Quelle forme d'histoire est-ce que ce sera, et elles existent déjà, des formes sinocentriques, c'est-à-dire des histoires, et elles ne sont pas si éloignées que ça. Un des écrivains, parce que je ne le considère pas comme un historien, qui a rempli les tables de tous les aéroports pendant des années, est un Britannique qui prétendait que les Chinois avaient découvert l'Amérique, et que non seulement ils avaient découvert l'Amérique, mais qu'en 1431, ils étaient arrivés à Florence et qu'ils avaient introduit en Italie les germes de la Renaissance. On a un discours qui a beaucoup plu d'ailleurs en Chine, complètement sinocentré. Après tout, on pourrait se dire, nous avons vécu sur une histoire eurocentrée, et c'est encore le cas aujourd'hui pendant au moins 5 siècles en ce qui concerne la planète Lato Sensu, pourquoi ne pas avoir une histoire sinocentrée aujourd'hui? Mais on peut tout de même se battre pour essayer d'avoir autre chose qu'un simple renversement. L'autre piste que signalait François Hartog et qui est importante, il est vrai qu'on observe à partir, je le pense personnellement, du XVIe siècle, un processus d'historicisation des autres sociétés du monde. Et que ce processus aujourd'hui est arrivé à son terme. C'est-à-dire que, bon, on fait l'histoire de la même façon. On a construit partout des passés, et on pourrait donc penser que cette discipline, qui existe tout de même depuis très longtemps, 2500 ans, a donné tout ce qu'elle pouvait produire. Maintenant, je ne suis qu'un historien du passé, je ne suis pas du tout un prophète, et je pense que le problème n'est peut-être pas ce type de spéculation peut-être à très moyen terme, mais plutôt cette réflexion nécessaire. Pour moi, c'est véritablement une urgence, c'est le type d'histoire qu'on enseigne aujourd'hui en Europe et en France.
C'est-à-dire, pour moi, c'est la question. Je veux dire, ce ne sont pas les débats avec mes collègues de l'école des hautes études, d'ailleurs qui sont la plupart du temps inexistants, ou avec l'académie. Pas les collègues, les débats. Les débats. Mais ça revient au même, je dirais, dans un certain sens. C'est beaucoup plus ce type d'urgence avec des populations d'étudiants dans les lycées et les collèges, qui viennent d'horizons différents, de pays qui ont des mémoires, des cultures différentes, des façons de traiter le passé. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pas qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et j'essaie très modestement, à partir des exemples que je connais, d'apporter une toute petite pierre à cette réflexion qui ne passe, non seulement elle ne peut même plus passer par une histoire européenne, mais elle doit forcément, à chaque fois, dans des classes qui peuvent être à Montpellier ou Roubaix, impliquer un discours qui explique aussi d'autres parties du monde et qui puisse les amener justement sur le tableau, dans la salle de classe, de la manière la plus accessible pour ces gosses, parce qu'ils ont des origines africaines, parce qu'ils viennent du Moyen-Orient, parce qu'ils viennent de Turquie, parce qu'ils viennent d'autres pays européens, et donc qu'on ne peut plus raisonner, évidemment, dans un terme d'histoire nationale, mais je pense qu'on ne peut même plus raisonner dans un terme d'histoire européenne au sens traditionnel du terme. Alors, vous nous faites découvrir dans cette machine à remonter le temps des personnages absolument fascinants et qui posent des questions absolument extraordinaires dans l'idée de la rencontre de deux populations qui ne s'étaient jamais vues auparavant. Donc, il s'agit pour beaucoup de frères franciscains. Vous nous faites découvrir le franciscain Fray Toribio de Benavente di Motoligna, c'est comme ça qu'il s'appelle, et qui s'inscrit, dites-vous, quand il commence à écrire sur l'histoire des populations qu'ils viennent de conquérir, ces Européens, eh bien, il s'inscrit dans une histoire du salut. Vous dites que ces références, alors qu'en même temps, à Florence, on voit Machiavel réfléchir en train de briser justement tout le carcan historique de l'Église pour aller replonger dans les historiens de l'Antiquité, par exemple. Il réfléchit, lui, en médiéval, dites-vous, ce Motoligna, et il va donc lire ce qu'il voit, cette réalité sociale qu'il pénètre progressivement, et également les interlocuteurs qu'il a, dans ce contexte d'une vision biblique, médiévale, de l'histoire. Vous pouvez nous expliquer justement ce que fait cette confrontation entre l'arrivée de ces concepts bibliques dans un territoire qui ne les a pas connus auparavant? Alors vous avez raison, évidemment, c'est ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire entre ces élites indigènes, les gens qui apportent les informations aux moines. Évidemment, ce n'est pas le petit peuple des Indiens. Et de l'autre côté, ces élites européennes que sont ces franciscains, ou dans le cas de Las Casas, les dominicains. Donc c'est ce qui se passe entre les deux qui est fascinant, pas simplement pour un historien. Alors la première chose peut-être à avoir en tête, c'est que cette initiative d'écrire l'histoire, donc c'est une demande qu'on fait à ces moines. En fait, c'est l'administration coloniale. Et ce sera la même chose dans l'Inde du XVIIIe siècle. C'est l'administration coloniale qui demande des informations sur les nouveaux territoires. Il faut savoir quelles sont ses ressources, il faut aussi connaître un peu son passé, surtout pour savoir qui on a en face de soi, c'est-à-dire qui sont ses nobles, et puis aussi qui sont ses esclaves. Et donc il y a une demande extérieure. Ce ne sont pas des historiens de profession, des gens comme Motoligna ou Las Casas, ce sont des gens qui sont obligés de se mettre à écrire l'histoire. Nous qui sommes des historiens et qui avons passé des années à l'université, qui continuons d'apprendre, etc., donc s'improviser historien, c'est pas possible. Et là, on est devant des gens qui sont obligés d'inventer quelque chose, c'est-à-dire d'essayer de produire un passé à partir des informations qu'on va leur fournir. D'autant qu'ils n'ont pas d'autorité, il n'y a pas d'autorité européenne qui a précédé leur travail et qui puisse dire là où ils ont mis les pieds d'une certaine façon. Donc ils ne peuvent même pas se référer à quelqu'un qui serait venu avant eux et qui aurait raconté ce qu'il avait vu. Ils sont devant une page complètement blanche. Quand nous, historiens, nous faisons de l'histoire, nous avons des bibliothèques, nous avons des archives, nous avons des articles, nous avons des bibliographies, nous avons toujours derrière quelque chose sur quoi s'appuyer ou qu'on peut essayer de détruire. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien que le témoignage, la parole de ces informateurs. Et à qui il faut faire confiance ou pas? Alors, c'est très compliqué,
parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a évidemment un niveau de confiance, de familiarité. Mais je dirais que d'abord, il y a un niveau de compréhension. Quand on pose une question, je pense à Motoligna, mais même aujourd'hui, parlez-moi de votre passé, parlez-moi de votre société, on déploie un vocabulaire qui pour nous est totalement évident, mais le vocabulaire de la sociologie, le vocabulaire d'une discipline historique, je veux dire. On demande des périodisations, l'idée même de périodisation, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui, en dehors même des rapports de confiance ou de rejet ou de silence, qui sont d'abord parfaitement incompréhensibles. Comme peuvent être incompréhensibles les réponses des Indiens. L'histoire est une catégorie qui n'existe pas, et j'ai essayé de le montrer, mais la catégorie de temps, qui peut prendre des formes très différentes, n'existe pas non plus. Ce qui rend évidemment la relation extrêmement compliquée et tout à fait fascinante. Vous avez parlé de confiance, mais généralement, ces missionnaires sont face aux Indiens dans deux types de situations. La confession, l'obligation pour l'Indien de parler, sous peine de peines éternelles, évidemment, ou l'Inquisition. L'Inquisition, quand il y a des recherches d'idolâtrie, c'est aussi l'obligation de parler sous peine du bûcher, par exemple. Une acquisition qui d'ailleurs a mis en place depuis longtemps des questionnaires. Exactement. Donc, disons qu'il y a trois situations possibles pour ces élites indiennes. Celle de la confession, où il faut tout dire et dire à tout prix la vérité. Celle de l'Inquisition aussi, mais sous une menace physique terrible. Et puis ce rapport plus d'information, de constitution de l'histoire, mais il est certain que dans la tête et du missionnaire et des Indiens, les trois situations se mêlent. C'est-à-dire que les Indiens sont obligés de parler. Il y a une situation de pression très forte de la part de l'Église. Mais il ne faut pas oublier non plus, et c'est ce qui rend aussi très intriguant et passionnant ce type de contexte, c'est que les ordres religieux ont besoin des élites indiennes contre les Espagnols. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait dans des rapports qui sont souvent aussi des rapports de complicité. À tel point que parfois on devine que les missionnaires encouragent les Indiens à ne pas raconter certaines choses parce que ça pourrait être mauvais pour eux. Donc il faut aussi imaginer ces complicités entre des groupes de pouvoir face à un autre groupe de pouvoir qui est le pouvoir civil, qui est le pouvoir du vice-roi ou qui est simplement le pouvoir des colons, des conquistadors. Ce qui explique d'ailleurs que Lascaz, par exemple, va se dresser du côté des Indiens contre le pouvoir du vice-roi, lui il est dominicain, et qu'il va tenter de prendre le parti, pourrait-on dire, de ceux qui sont colonisés à ce moment-là, et de tenter d'expliquer la place qu'ils doivent occuper dans cette nouvelle société qu'on est en train de créer, parce qu'on crée une société en même temps. Alors non seulement on écrit de l'histoire, de populations sur lesquelles on n'a strictement rien et dont on n'a jamais écrit l'histoire, mais en plus on crée quelque chose que les Européens n'ont jamais jusque-là mis en place, des sociétés coloniales à l'échelle continentale. C'est-à-dire qu'entre 1520 et 1550, les Espagnols, mais les Portugais aussi, inventent des structures, des systèmes politiques, économiques, sociaux, pour dominer un territoire qui va de la Floride, de la Californie à la Patagonie, et d'autres territoires comme les Philippines, comme Goa, ou comme une partie de l'Angola. Je veux dire, on est devant une situation et ça aussi c'est très intriguant et fascinant pour l'historien, d'un immense bricolage. Il faut tout inventer. C'est-à-dire il faut à ces élites leur fournir un passé de style européen. Mais il faut aussi, en même temps, et c'est encore plus important, créer une structure politique, économique qui fonctionne, sans, là non plus, aucun modèle. Il n'y a pas, l'époque médiévale, on ne colonise pas l'Amérique, je veux dire. Ce sont des formes de domination qui se pratiquent là, et de pouvoir, et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai étudié sous l'angle de la mondialisation ibérique, qui se passe sur la planète. C'est-à-dire quand Philippe II doit régler des problèmes à Mexico, il faut aussi qu'il règle des problèmes à Manille, à Macao, qui décide s'il fait la guerre à la Chine ou s'il envahit l'Angleterre. Cette situation-là, elle est sans précédent, pas simplement pour les Européens, mais sur le globe. Et cette administration, alors elle y arrive évidemment, on dirait en espagnol plutôt mal que bien, c'est-à-dire difficilement, c'est la nouveauté du XVIe siècle. Et les autres puissances coloniales,
d'abord les Anglais, mais aussi les Hollandais, et plus tardivement nous-mêmes, nous ne ferons que reprendre cette expérience et cet exemple. C'est-à-dire que quand nous nous y mettrons, nous avons déjà le précédent portugais et espagnol. Là, tout est à inventer, et en particulier, tout est à écrire, dont cette histoire. Alors, vous dites que c'est un bricolage, effectivement, et quand on vous lit, on le voit bien, ce bricolage. Par exemple, Motolinia se doit, en tant que franciscain, d'inscrire ces nouvelles populations dans l'histoire du salut, telle qu'il l'a apprise à l'Église. Et donc, il faut trouver des concordances, comme on appellerait, comme l'émission de Jean-Léon Jeannet, la concordance des temps. Il faut trouver des concordances de temps entre ce que vous racontent ces Indiens que vous interrogez sur leur passé, et puis ce que vous savez de l'histoire sainte, par exemple, ou de la Bible. Et donc, on va essayer de faire des concordances entre tel roi ou tel souverain dont vous parle l'Indien, et puis tel roi de Judée, par exemple, en disant... La situation est à peu près la même, donc on peut les inscrire dans cette histoire qu'on connaît déjà, en l'occurrence Serge Gruzynski. Il faut, ce que vous décrivez, c'est cette espèce d'acte de synchronisation. Et pour moi, c'est fondamental avec la mondialisation. C'est-à-dire qu'il faut synchroniser ces passés indigènes avec le passé européen. Le passé européen, pour un franciscain, c'est la Bible. C'est fondamentalement la Bible. Donc il faut que les choses puissent s'articuler pour réaliser cette homogénéisation des mémoires. Et en même temps, alors, ils y arrivent plus ou moins, il y a une expérience parallèle et qui me paraît aussi extrêmement significative, part de l'idée que les sociétés indigènes sont tout à fait respectables, sauf l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idée qui est une idée très forte et très européenne, qui a un domaine religieux et un domaine profane. Le domaine religieux, c'est le domaine païen, c'est l'idolâtrie. Ça, il faut enlever ça des mémoires des Indiens, enlever ça de leur vie quotidienne. Et puis il y a un domaine profane qui serait neutre, par contre qu'il faut conserver parce que souvent il est même remarquable, assez stupéfiant sur le plan de la moralité et de l'austérité. Cette dichotomie entre ce qui serait sacré, donc païen, et ce qui serait profane, n'existe pas pour les Indiens. Et justement, dans ces va-et-vient, dans ces interrogatoires, c'est un casse-tête considérable. C'est obliger les gens à considérer ce qui, pour nous, Français du XXIe siècle, est une évidence. Dire qu'il y a un domaine commun, public, par exemple ici, qui est laïque et qui ne parle pas de religion, disons, où on ne fait pas profession de religion, puis il y a un autre domaine, éventuellement, si je rentre dans une église, et là où j'ai le monde religieux, j'ai le monde du sacré. Cette dichotomie n'a aucun sens pour les Indiens au XVIe siècle et même très peu de sens pour les Espagnols. La religion catholique est emberlificotée avec tous les aspects possibles de l'existence quotidienne. Et on se voit face à ces moines qui ont ce geste moderne de dire, bon, bah, ce qui est profane, vous le conservez, hein, vos coutumes, toutes vos habitudes pratiques, techniques, etc., la moralité, la famille et tout ça. Par contre, ce qui est sacré, ça, vous l'éliminez. Et là-dessus, il va y avoir continuellement les bricolages dont vous parlez, et évidemment tous les malentendus possibles, parce que où s'arrête la limite entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Vous voyez combien, même aujourd'hui, pour les sociétés de l'islam, c'est extrêmement difficile de faire la part de ce qui est la religion et de ce qui peut être un domaine laïque, etc. Imaginez au XVIe siècle, où pour un espagnol moyen, les deux domaines sont extrêmement mélangés, et où seul pour quelqu'un comme Motolinia, qui a lu ses classiques, et cette grande séparation entre le divin et l'humain, entre le profane et le sacré, elle ne vient pas d'un chrétien, elle vient de Varron, d'un grand penseur ou antiquaire de l'Antiquité, je veux dire, qui a considéré qu'il y avait les choses, les res divinae et les res humanae, et que quand on décrit une société, eh bien, on doit faire la part de ce qui est la religion et de ce qui est proprement humain. C'est le type de malentendu, et c'est justement moi ce qui m'a intéressé, qui fait que la question, la division pour nous Français aujourd'hui, elle est évidente, pour Motolinia elle est évidente, pour les Indiens qui lui répondent, elle est extrêmement compliquée, et quand ils parviennent à la comprendre, eh bien ils vont jouer là-dessus, évidemment, pour
essayer de sauvegarder un certain nombre d'éléments en faisant passer pour soi-disant profanes des choses qui ne l'étaient pas du tout, de façon à être en règle avec l'Église catholique. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'urgence dans laquelle tous s'inscrivent, enfin en tout cas, tous ces conquérants s'inscrivent. Parce que, en fait, tout ça se passe très rapidement, entre 1520 et 1560, la chose est à peu près réglée, c'est-à-dire 40 années, c'est très peu de choses. Et d'ailleurs, les Motolinia, par exemple, le dit. Il dit en 1540, au début des années 1540, et vous le citez, maintenant tout est déjà en train de se perdre dans l'oubli, c'est à peine si on trouve quelqu'un qui puisse parler, sinon par bribes, ou d'autres par oui-dire, de ce qu'était la civilisation d'avant, la culture d'avant. Donc il faut très rapidement apprendre la langue, comprendre les codes, faire confiance à des interlocuteurs, que ces interlocuteurs vous racontent des choses qui soient crédibles ou qui vous intéressent, le mettre sur le papier, l'écrire, pour qu'ensuite on puisse informer les administrateurs du territoire de cette histoire, de ce passé, parce que sans ce passé, ils ne comprennent pas là où ils sont, d'une certaine façon, Serge Gruzinski. Tout ça très rapidement. L'administration ibérique est extrêmement réactive. C'est elle qui invente au XVIe siècle le principe des enquêtes statistiques. Deuxième moitié du XVIe siècle, l'administration de Philippe II décide de faire ce qu'on va appeler les relations géographiques. C'est simple, on va demander à toutes les circonscriptions, ce qu'on appelle les alcaldias mayores, c'est-à-dire des fragments de province, de répondre à une centaine de questions. Aussi bien sur le paysage, la nature, les ressources, la faune, la flore, que le passé, les maladies, etc. Et on va interroger les gens du Pérou, on va interroger les gens du Mexique, et on va interroger les gens de l'Espagne. Et ça s'appellera les relations topographiques, en posant les mêmes questions. Avec des questions qui nous paraissent tellement évidentes que nous n'en saisissons pas la modernité. On va demander, par exemple, aux Indiens du Mexique ou du Pérou s'ils étaient mieux avant ou après. Si c'était mieux avant la conquête ou après. Et souvent, les Indiens vont répondre que c'était mieux avant, d'ailleurs. Parce que le questionnaire n'impose pas une réponse, je veux dire. On veut savoir. Et on leur demande, mais pourquoi vous étiez mieux avant? Donc on va avoir une quantité d'informations considérable. Alors, n'idéalisons pas l'administration philippine au XVIe siècle. Le problème, ce n'est pas le ramassage des données, c'est le traitement. Il y a quelque chose qui rompt absolument avec le monde précédent, à travers aussi ces images. C'est-à-dire que quand Ortelius fabrique un des premiers atlas, ce n'est pas le premier atlas, vous pouvez tranquillement dans votre lit, non pas ouvrir votre tablette et regarder le reste du monde, mais ouvrir l'atlas et regarder le reste du monde. C'est-à-dire c'est la première fois, en feuilletant les pages, que vous pouvez aller du Mexique au Pérou, du Pérou à la Chine, avec ce que Ortelius a appelé le théâtre du monde. L'Atlas d'Ortelius, qui paraît à Anvers dans les années 70, est un des dimensions de cette transformation de ces entreprises philippines. Il faut dominer le monde, il faut donc avoir les images du monde et donc faire des cartes. Et faire des cartes, c'est produire une image. Et cette image du monde, évidemment, c'est celle sur laquelle nous fonctionnons encore aujourd'hui. Regardez l'Atlas d'Ortelius, c'est le monde que nous avons encore aujourd'hui en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, on le pressent quand on s'intéresse à l'histoire de la cartographie, on pressent qu'effectivement il y a une dimension de conquête spatiale qui passe par justement la représentation du monde. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que vous y ajoutez la dimension temporelle. C'est-à-dire qu'à cette dimension de conquête spatiale, il y a une volonté de conquérir aussi le passé des populations dans lesquelles on arrive, et que cela, c'est véritablement la grande nouveauté, enfin, en tout cas pour moi, de votre travail, c'est de montrer qu'il n'y a pas que conquérir de la terre ou de la mer, mais il y a aussi conquérir un passé, un temps qui est révolu et que l'on veut se réapproprier pour le réinscrire dans son propre temps. Exactement, mais moi j'ajouterais encore une dimension. Il faut aussi leur offrir un futur. Cette histoire ecclésiastique qu'utilise Motolinia, cette histoire dans laquelle on fait entrer les Indiens, ce n'est pas simplement une construction des mémoires. C'est aussi une interprétation de l'époque coloniale et du temps présent. Mais c'est aussi l'annonce du futur, c'est-à-dire c'est un monde qui doit terminer sur le jugement dernier. Il y a une espèce de kit, si vous voulez. Ce n'est pas simplement une question. Nous voyons surtout le passé, puisque nous ne croyons plus à ce futur. Pour les religieux, ce qui est fondamental, c'est qu'on les a fait monter sur le train du salut,
c'est l'Historia Salutis, et que ce train du salut est en train de s'accélérer. Vous parliez avec raison de l'urgence. À l'époque, on a l'impression que, étant donné qu'à peu près le monde entier est connu, que le monde entier est en voie d'être converti au christianisme, donc qu'on va en finir enfin avec l'islam, eh bien on arrive à la fin des temps. Il y a cette urgence, elle est très forte. Et cette notion de futur, à mon avis, est aussi une très grande différence avec la façon dont aujourd'hui nous pouvons concevoir l'histoire ou même notre rapport au passé. Le passé est important, mais ce qui compte, c'est de savoir si, est-ce que les Indiens sont des Juifs ? Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec... Est-ce qu'ils ont une tribu d'Israël? Exactement, parce que c'est fondamental pour le mécanisme qui va déclencher la fin des temps. Je veux dire, est-ce qu'on a enfin récupéré ces tribus perdues d'Israël? Ça veut dire, alors là, l'Apocalypse est proche. Donc, il y a ça c'est très difficile pour moi, et pour nous, je veux dire, de saisir que faire l'histoire, c'est aussi offrir un futur. Alors, ça a encore existé au beau temps du communisme et du marxisme, où on offrait aussi. Et même la République offrait un futur. Enfin, l'histoire républicaine du 19e siècle, le Petit Lavis, offrait aussi lui-même un futur. C'est d'ailleurs ce qu'explique François Hartog dans ses travaux. Mais pas un futur universel. Ouais. Là, il y a vraiment, je veux dire, c'est la Terre entière, il y a une vision globale. On n'est pas encore à l'âge des nations. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous vous intéressez non seulement à ces religieux qui s'appellent Lascaz ou d'autres que vous décrivez, mais à ceux qui sont en face, qui vont devenir des métis, des souverains qui vont vouloir, par exemple, enfin souverains, ils ne sont plus véritablement souverains parce qu'ils ont un souverain sur leur tête, mais ils vont devenir des dirigeants et ils vont vouloir récupérer une partie de cette histoire pour eux. Et ils vont donc jouer des relations qu'ils vont avoir avec ces historiens religieux. Et vous expliquez très bien, et ça c'est une ruse de l'histoire, pourrait-on dire, combien en leur enseignant l'histoire biblique, en leur enseignant l'histoire de l'Europe, on leur donne aussi des clés vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de vivre. On dit par exemple que ces Espagnols qui les conquièrent ont été eux-mêmes conquis par les Romains. Donc ça veut dire qu'ils sont conquérants, mais ils ont déjà été conquis. Donc il y a là peut-être une possibilité de revanche, peut-être une possibilité de reprendre la main. Et ça, c'est extrêmement intéressant, comme les puissances coloniales du 19e siècle ont finalement, en prônant les droits de l'homme universels, donné des outils à ceux qui ont voulu ensuite proclamer leur indépendance. Si, il ne faudrait pas évidemment limiter l'histoire européenne à simplement un instrument de domination, je veux dire, dont on n'aurait plus qu'à se débarrasser. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, l'exemple que vous avez cité est assez extraordinaire, puisque on est très tôt, on est dans les années, au début des années 1540, c'est-à-dire le Mexique est conquis depuis 20 ans. C'est très peu de temps. On a déjà des Indiens qui lisent les historiens espagnols, et qui les comprennent. Et donc, qui lisent quoi? Quand on lit l'histoire de l'Espagne au XVIe siècle, eh bien, la conquête de l'Espagne par les Romains. C'est-à-dire que, finalement, leurs conquérants sont des vaincus. Et deuxièmement, et ça c'est encore plus ennuyeux pour ces conquérants espagnols, ils n'étaient pas chrétiens, puisqu'ils étaient païens. Et donc, ils sont devenus bien plus tard, et ils ont mis beaucoup de temps à devenir chrétiens, alors qu'on oblige les Indiens, en une génération, à devenir chrétiens. Et les élites indiennes, alors, il faut toujours garder à l'esprit que j'essaie de ne pas parler des Indiens. C'est-à-dire, les gens qui aujourd'hui, qui font de l'histoire, qui discutent de l'histoire, ou les gens comme nous qui sont dans cette pièce, dire, ça n'est pas la population habituelle ou normale d'un pays. Je veux dire, elle est extrêmement triée sur le volet. Les gens qui lisent ces livres, comme les Européens du XVIe siècle, appartiennent à d'infâmes élites capables de lire le latin, capables de manipuler des livres. Mais, comme vous l'avez bien dit, ils sont déjà très tôt en mesure de retourner à l'envoyeur cette chose qu'est l'histoire. Et ils utilisent justement cette connaissance pour dire, mais vous étiez des vaincus aussi, en plus vous étiez païens, et vous nous reprochez d'être païens, etc. Tout ça ne tient pas debout. L'administration espagnole s'en rend compte, évidemment. Mais c'est trop tard, parce que ces livres circulent. Et il y a une autre chose aussi qui est liée à l'importance du livre imprimé, puisque dans les bagages des conquérants, il y a l'imprimerie, il y a le livre. C'est le fait que circulent au Mexique ou au Pérou des informations sur le Mexique, c'est-à-dire des descriptions des sociétés indigènes préhispaniques, et au Mexique des descriptions du monde des Incas.
C'est-à-dire que ces élites indiennes prennent conscience d'une dimension qui n'existait pas à l'époque préhispanique, c'est-à-dire d'une dimension continentale, et se rendent compte qu'il y a ailleurs d'autres Indiens qui avaient aussi des civilisations prestigieuses. Je pense quand les Indiens du Mexique lisent des choses sur les routes des Incas, hein, et ça, ils l'ont dans les livres qui circulent partout entre Lima et Mexico. Il y a une appréhension du monde qui est totalement différente. Et de la même façon, quand les premiers Japonais vont débarquer à Mexico, à Acapulco, puis arriver à Mexico, les historiens indiens vont regarder d'un air étrange. C'est la première fois qu'il y a des gens qui débarquent, mais de l'autre côté, dans le Pacifique. D'habitude, ce sont les Espagnols qui débarquent ou dans les Caraïbes ou à Veracruz. Des gens qui débarquent, qui ne sont pas chrétiens, qui ont une peau encore plus blanche que les Espagnols, beaucoup plus blanche, et qui ne sont pas non plus des envahisseurs. Donc là aussi, leur monde bascule, mais pas on n'est plus dans un rapport strictement colonial de domination, d'imposition. Là, ils se rendent compte, de l'autre côté du Pacifique, il y a autre chose. Et évidemment, ces descriptions sont assez extraordinaires, des samouraïs décrites par des Indiens en nahuatl, dans la langue des Aztèques, je veux dire, et le regard que peuvent avoir ces élites indiennes sur ces gens étranges qui viennent d'abord à Mexico et qui ensuite se rendront en Europe, à Madrid, puis à Rome pour rencontrer le pape. Ce sont des samouraïs ou ce sont des marchands. Ce sont les premiers contacts réguliers avec ce qu'on appelait au Mexique los indios chinos, en fait, dans ce cas-là, des Japonais. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il trouve aussi des alliés, on a cité son nom tout à l'heure, Bartolomé de las Casas, qui donc va se dire qu'il se doit de les défendre, ces populations, et que, par exemple, il va attaquer les Portugais, parce que c'est la grande guerre entre Espagnols et Portugais, le traité de Tordesillas et toute la séparation du monde en deux, en disant que ces Béthencourt qui ont envahi les Canaries, par exemple, ont procédé par violence absolument extraordinaire sur ces populations des Canaries qui ont été exterminées, et alors que ces populations du Canaries jamais n'auraient eu l'idée de venir déranger les Français ou les Castillans et de leur faire du mal. Donc il y a déjà une prise de conscience, effectivement, de l'inégalité ou du discours sur l'inégalité entre ces populations qui, les unes conquièrent et les autres sont conquises. Il y a ça, et il y a peut-être aussi davantage, c'est-à-dire, Las Casas, pourquoi il parle des Canaries, pourquoi il parle de l'Afrique, de l'Atlantique Sud? Pour expliquer la situation des Indiens. C'est-à-dire que il n'est pas pris dans un carcan académique d'histoire européenne, ni du XVIe siècle, ni du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il explique les origines de l'Amérique coloniale par l'Afrique. Et moi, ça m'a évidemment beaucoup intéressé. Ce détour, quand j'étais jeune étudiant et que j'allais chercher dans Las Casas des informations sur le Mexique, je sautais allègrement les 15 chapitres consacrés à l'Afrique. Qu'un intérêt, je veux dire, quelle digression. Aujourd'hui, en relisant cela, j'ai compris qu'il a essayé d'expliquer la situation déplorable des Indiens, l'esclavage indigène, en disant mais tout ça a commencé ailleurs. Et il n'y a pas simplement que les Portugais, vous y avez fait référence, les Français, dans l'histoire des Canaries, sont eux aussi impliqués. Je veux dire, l'habitude que prennent les Européens d'esclaviser des populations qui ne sont pas musulmanes date de à peu près les années 1450. C'est une bulle du pape qui autorise les Portugais à réduire en esclavage des gens qui seraient simplement païens. Jusque-là, on avait le droit de réduire en esclavage les musulmans. Les musulmans refusent la foi chrétienne, c'est bien fait pour leur gueule, on les transforme en esclaves et personne ne discute. Il y a quelque chose qui change et qui est monstrueux à l'époque du pape Nicolas V, c'est que, en donnant un peu d'argent à l'Église, les Portugais obtiennent le droit de transformer en esclavage les gens qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire ces Noirs qui n'ont jamais évidemment attaqué la chrétienté, qui n'ont jamais strictement rien fait. L'Église légalise l'esclavage de populations non musulmanes. Évidemment, ce modèle va ensuite être appliqué au monde indigène américain. Et Las Casas en a parfaitement conscience. C'est pour ça qu'il fait cette archéologie, il fait cette histoire portugaise, pour montrer qu'il y a quelque chose là il y a un mécanisme monstrueux qui s'est mis en place et pour nous, aujourd'hui, historiens, c'est intéressant. Pour comprendre l'Amérique, il faut passer par l'Afrique. Alors pour terminer, peut-être, il faudrait évoquer ce cas des peintres de Texcoco
qui est un cas très particulier. Vous y consacrez une bonne part de votre ouvrage sur la machine à remonter le temps, parce qu'ils sont, selon vous, le point de passage entre cette histoire ancienne, telle qu'elle se racontait dans ces pays qui n'avaient pas encore connu le conquérant européen, et puis cette histoire future, puisqu'on abandonnera, alors qu'on la pratique encore, la manière d'écrire ancienne pour l'alphabet, et on transformera ensuite l'histoire en l'injonction de la périodisation, dites-vous, la recherche des causes, la rationalisation, enfin bref, ce qu'on connaît en Europe depuis un certain temps. Mais à ce moment-là, ces peintres de cette ville de Texcoco, de cette région de Texcoco, décrivent leur histoire en matinant l'histoire qu'ils ont connue auparavant avec ce que leur ont raconté les Européens. Alors, c'est toujours important de parler en termes de génération. On est autour de 1540. Ce sont des gens qui ont une quarantaine d'années, donc ils sont nés en 1500. Ça veut dire que pendant 20 ans, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, ils ont été formés dans le monde préhispanique. Entièrement formés, intellectuellement formés. Ça veut dire concrètement pour nous, parce que ce mot pour nous est très évocateur, ce sont des anthropophages. C'est-à-dire qu'ils ont, sans doute jusqu'aux années 30, ils ont tout le temps consommé de la viande humaine. Donc, simplement pour marquer, si vous voulez, cette distance extraordinaire. Et donc, il est important de parler en génération, parce que la génération suivante, elle va déjà être passée dans des écoles tenues par les moines. C'est-à-dire les petits Indiens des élites vont apprendre le latin, vont être christianisés, même si les parents continuent à pratiquer des choses interdites, il y a là une rupture. Les gens de 1540 sont des gens qui connaissent les deux mondes, c'est-à-dire sont capables de peindre des pictographies, et savent aussi écrire une lettre à Charles Quint. Ils vivent, on est dans cette époque passionnante de transition. Et ils sont aussi devant cette difficulté, je peux pas, c'est difficile d'en parler sans image, mais c'est intellectuellement fascinant. On leur dit, bon d'accord, vous faites des codex, donc vous peignez vos trucs, vous continuez à les faire, il n'y a aucun problème, mais vous enlevez tout ce qui est l'idolâtrie. Et là, la question c'est la question que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, pour les Espagnols, ce qui est l'idolâtrie, c'est ce qui est interdit, c'est ce qui est le paganisme, mais c'est quoi le paganisme? C'est quoi l'idolâtrie? C'est-à-dire, où s'arrête ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut pas montrer? Alors, ce qu'ils vont faire dans ces codex, qui sont d'ailleurs à la Bibliothèque nationale, qui sont tout près de chez nous, c'est d'enlever toute la première partie que nous qualifions de mythologique. C'est-à-dire, ils sautent sur cette première partie, ils n'en parlent pas, pour ne pas la montrer. S'ils la montrent, ils risquent l'Inquisition, donc ils l'enlèvent. Mais après, ils vont, et ça, ce sont des mécanismes fascinants mais extrêmement complexes, ils vont évidemment constamment essayer de maintenir l'essentiel, de ne pas montrer, c'est-à-dire de jouer sur ce qui est visible et invisible pour les Espagnols, et visible et invisible pour eux. Et c'est là où on s'aperçoit que ce jeu du visible et d'invisible n'est pas du tout universel et qui fonctionne totalement autrement chez les Indiens. C'est-à-dire qu'évidemment, apparemment, dans ces codex qui ont été faits à Texcoco, une ville qui était une des cités importantes de la Triple Alliance à l'époque préhispanique, qui est aujourd'hui dans la banlieue de Mexico, apparemment, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sacrifice humain, enfin, on est devant une espèce d'histoire qui est presque une histoire laïque, disons, complètement sécularisée. En fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les Indiens jouent sur des niveaux de visibilité qui ne sont pas les mêmes. Ils savent très bien ce que peut voir un Espagnol et ce qu'il ne verra pas. Alors, c'est essayer de passer de l'autre côté du miroir. C'est très difficile parce que les témoignages indigènes que nous avons sont toujours des témoignages qui viennent, des témoignages écrits d'Indiens christianisés. C'est-à-dire qui fonctionnent comme vous et moi, selon des schémas aristotéliciens. Et de ça, on ne peut pas sortir. Donc on a les plus grandes difficultés du monde à passer de l'autre côté du miroir. Et ça me paraissait intéressant et ça m'a intrigué, amusé à la fois. J'ai essayé de lire des choses sur la Chine. La Chine, au contraire, on a assez d'informations pour saisir des visions du monde qui fonctionnent autrement, mais avec évidemment une tradition, une écriture qui nous la rend et des interprétations plus accessibles. Pour essayer de comprendre l'abîme qui sépare ces deux mondes et qui sont en fait des conceptions de la réalité qui sont totalement différentes. Ce n'est pas une question de paganisme d'un côté, de christianisme de l'autre. C'est que les Indiens
n'ont pas la même approche que nous et que ces élites espagnoles du XVIe siècle du réel. Et c'est là, évidemment, où se trouve la véritable barrière entre les mondes. Et cette barrière va sauter à partir du moment où les nouvelles générations indiennes seront tellement passées par le moule de la culture humaniste. J'étudie actuellement un de ces Indiens qui construit son récit de l'époque préhispanique sur Plutarque et qui décrit les batailles en s'appuyant sur un auteur qui est totalement oublié de nous aujourd'hui, qui veut lui parler de notre culture, Végès, De Arte Militari, l'art de la guerre. Je veux dire, cet Indien, il est tellement impliqué là-dedans que, et j'en fais honte à mes étudiants, je veux dire, les gens ignares, les gens incultes, ce ne sont pas les Indiens du XVIe siècle, c'est souvent nous-mêmes, parce que nous ne naviguons plus dans cette culture antique. Alors, à partir de là, on est en 1580, on est 40 ans plus tard, évidemment, on est entré dans le processus d'historicisation et d'occidentalisation. Et même si ce texte nous parle du monde préhispanique, il parle de ce monde préhispanique à travers des modèles qui sont les guerres civiles que décrit Plutarque. Je veux dire, on est dans un monde proprement du XVIe siècle européen. Merci beaucoup, Serge Gosinski. Votre livre s'intitule donc « La machine à remonter le temps, quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde ». Merci. Merci à vous.